Quand je trouve des pépites comme celle-ci, je peux pas résister à les partager tellement je les trouve riches de potentiel. Il y a un moment, il y a un chapitre, il dit, moi je suis content. J'ai même été content quand j'ai appris que j'avais un cancer. Ben oui, Non, vous exagérez, Olivier. Non, mais pas du tout. Parce que j'ai appris que je l'avais, j'étais à Paris, j'avais l'hôpital Saint-Joseph à côté, j'étais entouré de médecins que je connais et qui prenaient soin de moi. C'était une chance énorme. Kersozon, on le connaît principalement pour ses performances à la voile. En 1989, il bat le record du Tour du Monde en solitaire. Il remporte également 2 fois le trophée Jules Verne, en 1997 et en 2004. Si je me trompe pas, pour mémoire, le trophée Jules Verne, c'est également un Tour du Monde qui part de Ouessant pour rejoindre la pointe de l'Afrique du Sud, le cap de Bonne-Espérance, et puis ensuite faire le tour par le sud de l'Australie, sud de la Nouvelle-Zélande, passer le Cap Horn et enfin rejoindre à nouveau Ouessant. D'ailleurs, le Cap Horn, si t'as jamais vu de vidéo de bateaux qui naviguent par là-bas, je t'invite à le faire. Parfois, en plus, j'imagine qu'on n'a pas les vidéos des pires tempêtes, mais quand t'entends les témoignages des marins, tu te dis que ça fait vraiment partie des endroits les plus forts du monde. Et là, tu te rends compte que ça fait partie des endroits où il y a une sorte de puissance déchaînée qui se concentre dans ces eaux-là. Et aujourd'hui, cette vidéo d'Olivier de Kersozon, j'ai choisi de te la partager parce que ça colle complètement au message que j'ai envie de faire passer sur cette chaîne. Parce que tu vas le voir, il partage des messages qui sont du genre, tu sais, à te remettre, comme on dit, le facteur sur la bicyclette. Mais dans un sens que je trouve extrêmement élégant, extrêmement porteur, extrêmement humain. Ce qui est très grave, c'est que à partir du moment où vous vous plaignez, c'est du temps que vous ne passez pas à vous réjouir du reste. C'est pas la première fois que je l'entends parler de cette thématique de se plaindre, et je trouve ça vraiment intéressant parce que quand tu y réfléchis, que tu prends du recul, c'est vrai que quand tu vas finalement dédier du temps, dédier des minutes, dédier ne serait-ce que des secondes à juste te plaindre, ça fait du bien parfois de prendre du recul et de se demander mais attends, mais quelle est vraiment la vocation de ça? Est-ce que ça me tire réellement vers le haut? Et est-ce qu'également ça tire vers le haut mon entourage? Est-ce que je suis pas en train de faire peser en plus quelque chose sur mon entourage en me plaignant, en ayant cette sorte de vibration, en étant en train de se lamenter? Enfin, c'est pas quand même quelque chose qu'il y a de plus réjouissant. Mais là, on ne fait que s'échauffer. C'est seulement le début de son message. Toute la richesse vient après. La vérité a une telle puissance qu'elle ne peut t'anéantir. Ça veut dire que c'est la vérité qui compte. Voilà. C'est la vérité, c'est la droiture, c'est une analyse sans phare. Voilà ce qui fait que ça a de la puissance. Le reste, baratiner, bidouiller, mentir, c'est à la portée de n'importe quel individu. Et c'est toujours un résultat médiocre. Ouais. Si t'en restes à ces mots, à mon sens, tu tournes dans le domaine de la philosophie. Par contre, si tu te demandes qu'est-ce que ça veut dire d'une manière concrète, d'une manière pragmatique, que la droiture, que des résultats, que dire la vérité, là, tu rentres dans l'application, tu rentres dans le concret, tu rentres dans le passage à l'action. Et à mon sens, tu rentres dans le potentiel qui est être un humain. Dans la vérité, il n'y a pas de médiocrité. La vérité, c'est souvent la conséquence de l'engagement et de l'effort. C'est les deux choses que moi j'ai toujours considérées comme étant des vraies valeurs humaines. C'est-à-dire qu'on est intéressant en fonction des engagements qu'on fait et des efforts qu'on fait. L'engagement, l'effort, voilà 2 piliers. C'est assez étonnant parce que ça vient au début de la vidéo, au début de cette interview, mais c'est seulement à la fin qu'on comprend exactement ce qu'il veut dire par là. Mais je vais écourter le suspense, cet effort, cet engagement, il repose en fait sur une seule base, se reconnecter à son potentiel. C'est là que cette vidéo, elle est super intéressante parce qu'elle pointe directement du doigt le potentiel qu'on a en tant qu'être humain. Rien que là, pour apporter du concret, si toi, tu connais tes valeurs, si t'as fait l'effort de te demander qu'est-ce qui te touchait vraiment dans la vie et que maintenant tu t'engages à les respecter, eh bien automatiquement tu vas rentrer dans cette logique de l'engagement et de l'effort. Et je trouve que ça c'est riche de potentiel et c'est surtout riche d'élégance. Pourquoi? Parce que c'est ça qui commence à fonder le respect, c'est ça qui commence à fonder notre amour-propre. Et surtout ça nous recadre sur un point, le bonheur, la création, notre capacité d'appréciation, ça ne dépend pas des autres mais ça dépend bien de soi, ça dépend bien de notre capacité à choisir. Sans effort on n'est rien, on est juste des petites larves qui survivront. Mais ce qui fait que on devient et on peut être remarquable, c'est parce qu'à un moment donné, on décide de faire l'effort. On s'engage. C'est ce sursaut-là qui fait que la nature humaine n'est pas complètement répugnante. Tu sais, sur cette chaîne, je parle de créativité et de comment devenir particulièrement un créateur inarrêtable. Et en fait, ce que j'entends par là, c'est vraiment avoir l'état d'esprit qui te permet de continuer sans jamais t'arrêter, sans jamais être ébranlé. Et moi, je crois beaucoup en cet aspect de commencer par reconnaître notre potentiel créatif et de commencer surtout par reconnaître la valeur de la vie. Et vous dénoncez aussi ce qu'aujourd'hui, au lieu de faire et d'être pour ce qu'on fait, on est par ce qu'on a subi. Ouais. C'est qu'au fond, l'espèce de sentiment de culpabilité ou d'avoir à dire qu'on est la victime de quelqu'un ou de quelque chose. Oui, c'est-à-dire la position sociétale d'être victime de quelque chose.
je suis victime, donc j'existe. Mais c'est quand même, c'est terrible d'être victime, je pense. C'est une souffrance, mais est-ce que c'est pas une raison? Là, c'est intéressant ce qu'il dit parce que en fait, il est en train d'inverser complètement une sorte de processus qu'on peut avoir en tête. Aujourd'hui, c'est vrai qu'on voit parfois le côté victimisation mis en avant. C'est en effet ce qu'on nous sert dans les médias d'une manière générale. Mais en fait, si tu inverses la tendance, tu peux te dire que c'est beaucoup plus, qu'on n'est pas là justement pour être des victimes. Ça veut pas dire que c'est pas autorisé de souffrir, hein, attention. Mais par contre, si tu te mets dans cette logique de, attends, avec cette expérience qui m'est difficile, je suis censé apprendre, je suis censé être capable de progresser, alors tu te mets aussi dans la logique de quand tu vois un semblable, un frère qui est en train de souffrir, eh bien de lui donner la main pour aller justement dans cette idée de progression et non pas de rester dans ce côté victime, non pas le garder, non pas en faire une identité pour continuer à exister. Et sortir de ce statut de victime, ça peut commencer maintenant dans notre quotidien. Il suffit de prendre l'exemple, tu vois, de quelqu'un. Mettons, tu vas à la boulangerie et puis quelqu'un te manque de respect. Bien, tu peux décider d'être en colère, tu peux décider de toi-même répondre par de l'irrespect à la personne. Mais en même temps, tu peux décider de faire preuve d'humilité, tu peux décider de faire preuve de bonté. Tu sais, ça me rappelle cette phrase de Céline. Céline qui disait, bon, il manquait pas de côté acerbe bien sûr, si les gens sont méchants, c'est peut-être seulement parce qu'ils souffrent. Et là, le côté acerbe absolu, mais le temps est long qui sépare le moment où ils ont cessé de souffrir et celui où ils deviennent un peu meilleurs. Je crois que, outre cette phrase stylée et qui claque, eh bien, on peut couper plus court et faire en sorte que la progression vers le meilleur aille plus vite. Déjà par soi, en décidant de choisir une voie qui va davantage nous élever, mais également en apportant du soutien. Si on voit en effet une personne qui souffre, eh bien, on peut aussi faire preuve d'écoute, on peut aussi faire preuve d'entraide. Et je pense que là, à ce moment-là, eh bien, on ira plus vite vers une version meilleure de soi, une version meilleure de la personne que l'on va aider. Moi, je suis de la génération pour laquelle nos souffrances n'étaient pas faites pour être mises en exergue, elles étaient faites pour nous construire, nous rappeler nos limites, mais elles n'étaient pas là pour être toujours proclamées, mises en avant. Le projet n'était pas de se déclarer victime, le projet était de se déclarer actif, de faire des choses, de bouger, d'exister, d'être fort, de prendre des coups, de ne pas avoir peur, de recommencer. Et en étant dans cette logique de construction, d'entraide, eh bien je pense que c'est là que ça devient beaucoup plus facile de bouger, de ne pas avoir peur, de prendre des coups, de recommencer comme il le dit. Et c'est là, en cultivant ce contentement, en cultivant cette vision de la vie, qu'à mon sens, on devient réellement un créateur inarrêtable. Parce qu'il n'y a plus rien qui peut t'atteindre, parce que t'es drivé uniquement par toi, par tes valeurs, par ce qui est important pour toi, par l'entraide, par la valorisation de toi-même, de ton environnement, des personnes qui t'entourent, ce qui fait que t'y crois, ce qui fait que t'es à l'aise, et ce qui fait que si tout le monde pensait comme ça, bah, ce serait d'une fluidité incroyable. Et probablement qu'on n'aurait pas tous les problèmes qu'on rencontre aujourd'hui, à commencer par celui de la destruction de notre environnement et du changement climatique. Et dans cette affaire-là, il s'agit de faire attention d'un biais, de ne pas se laisser influencer par, tu sais, ces voix qui nous disent parfois que, attention, non, c'est pas comme ça qu'on construit une vie, que ce qu'il faut, c'est se mettre en sécurité, c'est prévoir l'avenir, donc gagner plus, amasser plus, avoir une plus grosse voiture, être capable de démontrer par exemple un statut social. Bon, je caricature en disant ça, mais c'est pas loin d'être la vérité. Mais si tu veux donner dans ce genre d'objectif, c'est une question de pratique, c'est-à-dire qu'on peut s'éduquer au mépris, on peut s'éduquer à l'avidité, au toujours plus. Et la preuve, c'est que certaines personnes y arrivent très bien à faire croître des activités et faire en sorte que ces activités à la fin deviennent complètement destructrices, quitte à ce que parfois leur succès repose sur la destruction de l'environnement ou alors sur la destruction de semblables humains. Mais on peut avoir une autre forme de pratique, on peut justement le cultiver, cet art du contentement, cet art de l'appréciation, cet art de faire de rien notre bonheur, cet art d'être capable de nourrir, de faire fleurir notre créativité. Je vais te raconter l'histoire d'un archer qui se produisait comme ça sur les foires, et puis à chaque fois qu'il se produisait, tu sais, il commençait petit à petit. Au départ, il allait poser une pomme, et puis ensuite, il tirait dans la pomme, la flèche allait droit dedans. Il commençait par frimer, et puis il allait comme ça de plus en plus fin, jusqu'à prendre une petite ficelle, tirer dans la ficelle, et faire tomber le poids qu'il y avait au bout. Et dans la foule, un jour, il y avait un marchand d'huile qui était là, et qui, à chaque fois qu'il tirait une flèche, disait « c'est une question de pratique ». Et l'autre tirait encore une flèche, et il avait atteigné sa cible, et le marchand d'huile répétait « c'est une question de pratique ». Jusqu'à ce qu'un moment, l'archer l'entende, et puis à la fin de sa représentation, aille le voir et lui dise « qu'est-ce que t'entends par c'est une question de pratique ?» Moi, ça fait des années que je fais ça. Ça fait des années que j'ai ce talent. Je suis né avec ce talent. Je suis fait pour ça. Et l'autre lui dit, peut-être que tu l'as oublié, mais t'es probablement pas né pour ça. Et ton talent sur la précision, il a peut-être des limites. Alors à ce moment-là, il prend une bouteille d'huile vide sur laquelle il pose, tu sais, une vieille pièce avec un trou à l'intérieur. Un tout petit trou, juste de quelques millimètres. Et le marchand d'huile prend une bouteille d'huile pleine, il commence à verser, et là, le filet tombe
tout droit dans le trou jusqu'à ce que la bouteille soit complètement vidée et qu'il n'y ait pas une goutte de perdu, pas une goutte sur la pièce. Et maintenant, il dit à l'archer, essaye de faire la même chose. L'autre essaye, et bien sûr, ça marche pas, il met de l'huile partout, il en perd beaucoup. Ce qu'il faut retenir là-dedans, c'est que le discours interne de l'archer qui lui disait « c'est comme ça, c'est inné, c'est comme ça que ça marche, je l'ai eu, je dois continuer là-dedans », ça peut être parfois ce discours général qui nous fait créer des illusions, qui nous amène dans des voies où on va s'oublier nous-mêmes. Ou par exemple, pour le profit, on va oublier ce qui est réellement important pour nous, quelles sont nos valeurs. Et ces deux capacités exceptionnelles, celle de l'huilier à verser comme ça l'huile dans un tout petit trou, ou alors de l'archer à viser ces choses très très précises, eh bien c'est le rappel que nous aussi, on peut travailler notre technique, nous aussi on peut apprendre à aller dans une direction qui est vraiment importante pour nous. Apprendre à cultiver par exemple ce contentement, c'est une pratique. C'est une pratique au même titre qu'un sport, au même titre que acquérir un réflexe, acquérir une habitude. Moi, je suis né juste à la fin de la guerre. Toute notre enfance, il n'y avait rien. Enfin, et il fallait se contenter de rien d'abord, mais surtout, il fallait faire avec, quoi. Voilà, on faisait avec ce qu'il y avait. Voilà. Ouais. L'autre jour, j'ai entendu, il y avait des réflexions. Peut-être que cet hiver, ça va être très dur, on va peut-être avoir des coupures d'électricité. Mais moi, toute mon enfance, j'ai vu que ça, des coupures d'électricité. Oui, c'est après. Aujourd'hui, on se plaint de tout. Non, mais oui, rien n'est indu, tout est une chance. À mon avis, quand on est à ce niveau de considérer que rien n'est indu, tout est une chance, vraiment le monde t'appartient. C'est-à-dire que là, tu peux vraiment t'ouvrir à de l'exploration dans l'appréciation, dans le respect de toi, le respect de ton environnement, et entrer dans cette philosophie dont j'ai déjà parlé, celle de Pierre Rabhi lorsqu'il développe la notion de faire valoir, où tu sais, par le passé, quand un paysan louait un pré par exemple, eh bien, on n'appelait pas ça un pré, on appelait ça un faire-valoir. Pourquoi ? Parce qu'il y avait cette idée de, quand il prend sa parcelle, eh bien, elle sera en meilleur état encore quand il va la rendre. Il aura fait valoir le lieu, il l'aura enrichi, il l'aura cultivé, et elle sera encore plus cultivable une fois qu'il la rendra. Eh bien, je suis convaincu qu'on peut entrer dans cette philosophie où on peut faire que chaque geste deviennent une opportunité de faire valoir. Et c'est exactement ce que j'ai envie de faire avec ce que je partage, c'est-à-dire vidéo après vidéo, t'aider à devenir de plus en plus confiant dans ce que tu fais, t'aider à renforcer ton état d'esprit, cet état d'esprit qui va t'amener à créer avec encore plus d'abondance, encore plus d'élégance, des textes de plus en plus touchants, de plus en plus organiques, émotionnels, sans que les influences extérieures de droite à gauche ne viennent te perturber. Car à l'inverse, si on se laisse guider par l'avidité, alors ça devient comme en quelque sorte manger un plat sans saveur. À la fin, on l'aura terminé et on n'aura même pas un sourire. Et parfois, j'ai l'impression que, tu sais, il y a certains artistes qui finissent par donner là-dedans. Tous ceux qu'on va qualifier de commercial parfois. Ou par exemple, si on prend des musiciens, leurs premiers albums étaient vraiment cool, et puis après, ça devient un peu générique, un peu fade, ou in fine, ce qu'ils produisent, on sent que ça n'a plus vraiment d'âme. On sent que quelque part, ça donne presque dans l'obligation pour satisfaire un côté avide, un côté commercial, un côté nécessaire de continuer à être présent. Mais ça, c'est un peu dommage, parce qu'à la fin, je pense que la seule analyse juste, c'est de dire, mais attends, où est passée cette âme du début ? Où est passée la texture ? Où est passé ce qui a fait que ça nous plaisait autant ? Selon moi, c'est un exemple concret de comment l'avidité peut nous amener à nous perdre complètement. On a dormi là où il pleut pas et on a bouffé à sa faim. C'est deux choses magnifiques. C'est le début de tout va bien. Ce côté du tout va bien, peut-être que tu as la même expérience que moi. Ce que je remarque, c'est qu'on le voit souvent chez les personnes âgées. Tu vois, j'entends par là, tu sais, cette capacité à vraiment être concentré sur ce qui se passe, à profiter du repas, à profiter de ce moment avec leurs enfants, avec leurs petits-enfants. Et ça me fait penser à une citation de Nathalie Sarraute. Nathalie Sarraute, c'était une philosophe, elle est morte à 99 ans si je me trompe pas. Et à un moment, dans une interview, quand le journaliste lui disait quels sont les moments importants de votre vie, elle lui a répondu, écoutez, en fait, chaque moment est important, chaque moment est un événement à mon âge. C'est fort, on peut se demander pourquoi finalement il faudrait attendre d'être âgé, pourquoi est-ce qu'il faudrait attendre d'être à l'hiver de sa vie pour être capable d'en arriver là, être capable de se réjouir de chaque moment. En plus, je suis sûr que quel que soit notre âge, c'est quelque chose qui est déjà arrivé, où tu sais justement, on arrive à la fin de quelque chose, la fin d'un séjour par exemple, la fin d'un moment qu'on apprécie vraiment, et où il peut y avoir ces deux côtés, soit parce que c'est la fin, on se déconnecte un peu, on est un petit peu frustré alors que le moment continue encore, ou alors justement on va se focaliser, on va tâcher d'en déguster un maximum de ces dernières minutes, de ces dernières heures. Et là, Kersozon va en parler, je pense qu'être capable de faire ce focus, c'est presque
activer une sorte de vision laser. Que ce soit justement pour déguster un moment ou alors vraiment pour faire valoir sa créativité. Tu sais, quand on va se focaliser sur ses ressentis, quand on va vraiment observer ce qui se passe, observer la scène de cet animal qui bouge, essayer d'en capter l'essence pour ensuite le retranscrire sur le papier. Eh bien, je pense que plus ce focus sera fort, plus on va arriver justement à un résultat qui va être organique, à un résultat qui va être impactant. Et pour te donner un petit exemple, en ce moment je suis en train de lire un bouquin de Sylvain Tesson où il se balade en Asie centrale et où il qualifie cet endroit d'immensité carcérale. Immensité carcérale, de suite, ça crée une image. Notre vie, il y a des emmerdements. Nos vies, on va avoir des contrariétés et ça va être le schéma révélateur de ce qui est profond dans notre nature, c'est la puissance. Mais dès que ça peut s'arranger, c'est ça le génie humain. C'est de réussir devant l'impossible, quoi. Et moi, je me disais, mais en fait, je n'ai que de la chance. Alors là, quand je suis en train de repasser l'extrait, je sais pas si quand il dit schéma révélateur de notre impuissance ou alors de notre puissance. À mon sens, il y a un peu des deux, en fait, dans notre nature. Mais je crois qu'il y a un côté aussi puissant. Simplement, dans notre capacité de choix, dans notre capacité à justement choisir, par exemple, la fidélité à nos valeurs. Choisir de se faire ce focus sur ceci, sur le respect de ses valeurs. Et là, il va nous parler d'autre chose qui, à mon sens, peut nous aider à respecter ces valeurs, peut nous aider à guider nos vies d'une certaine manière. Vous dites, il faudrait mettre du chien dans nos rapports humains. J'adorais cette phrase. Oui. Les chiens, parce qu'un chien, il prend ce qu'on lui donne, il ne se pose pas de questions. Il est content, oui. Ça veut dire quoi, ça, en fait? Mais c'est La Fontaine. Qui veut faire l'homme fait la bête, mais qui veut faire l'ange fait la bête. Si on faisait la bête, on serait peut-être un peu plus des hommes. Je trouve ça inspirant comme vision. Tu sais, j'ai fait cet exercice d'écrire une devise de vie. Pour te citer un exemple, Karen Blixen, une auteure, elle avait pour devise de vie tirer à l'arc, monter à cheval et dire la vérité. Et moi, dans ma devise, j'ai vivre comme une bête, faire valoir et rendre grâce. Et ce côté vivre comme une bête, c'est quelque chose que je nourris au quotidien, une question qui m'anime. Pourquoi ? Parce que quand tu observes un animal, quand tu observes une bête, en effet, elle a l'air très très connectée au présent, très très connectée aux opportunités du présent. Comme il le dit là, un chien, il va vouloir vivre intensément ce moment présent. En tout cas, c'est ce qui semble être. Il va vouloir jouer, il va vouloir courir, il va vouloir se balader. Et ce qui est flagrant, c'est que si il lui arrive un accident, eh bien en fait, il va continuer. Je vais te donner un exemple tout simple. Je connais un chien qui malheureusement a eu un accident il y a pas longtemps et on a dû l'amputer d'une patte. Et quelque part, ce chien, ce qui est beau, c'est qu'aujourd'hui, il continue à avoir ce même appétit, cette même envie de jouer. Tu le vois pas se lamenter sur le fait d'avoir 3 pattes ou que ce soit plus contraignant ou quoi. Non, il y va toujours avec la même intensité. Et quand tu vois ça, tu te dis, mince, mais c'est quand même fort d'être capable de comme ça continuer quoi qu'il arrive. Et donc je pense qu'en ce sens, on peut s'en inspirer pour faire de chaque moment cette opportunité de joie, cette opportunité de bon gros kiff, de partage, de faire valoir l'endroit, les personnes que l'on est en train de fréquenter. L'intelligence, c'est peut-être chercher à être heureux. C'est pas vulgaire, le bonheur. C'est assez intéressant d'être de bonne humeur. C'est autant qu'on ne fait pas porter aux autres. Mais là, ça rejoint ce qu'on disait tout à l'heure sur le côté victime et comment à un moment décider d'en sortir peut nous amener à tout simplement prendre une autre posture, donner une autre dynamique à notre quotidien. Donc j'ai toujours pensé qu'on devait essayer de se contenter et d'être... il fallait passer de aimer à chérir, voilà. Chérir, c'est se rendre compte qu'on aime et tout à coup décider d'y faire attention. Chérir, c'est se rendre compte de ce qu'on aime et décider d'y faire attention. Mettre ces mots à un niveau pratique, je trouve ça délicieux. Je trouve que ça fait du bien. Ça fait du bien à entendre, ça fait du bien à imaginer, ça fait du bien de se dire que ça peut être notre direction de vie. Incroyable que ce genre de discours ne soit pas plus présent, ne soit pas plus partagé au quotidien. On va pas faire de généralité. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes pour qui c'est déjà le cas. Il fait beau, c'est quelque chose de naturel, mais si dans sa tête on se dit il fait beau et c'est très bien, c'est encore mieux. Ouais. Et c'est assez simple, mais c'est les choses simples qui nous grandissent. C'est pas les choses compliquées. En effet, hein. Si simplement la simplicité c'est ça, c'est regarder l'extérieur, même peut-être quelle que soit la météo, se dire c'est cool, je suis là, à l'abri, je peux en faire quelque chose s'il pleut, profiter, peu importe, pour me vautrer, me détendre, ou alors créer, aller commencer à me balader, etc. Enfin, tu vois, faire de ces événements quelque chose de magnifique. La vie devient une dégustation. On a besoin de chaque jour d'essayer d'être un peu mieux. C'est en ça qu'on va avoir de la valeur. C'est parce qu'on aura essayé d'être un peu mieux, de faire un peu mieux, voilà. Et là, je pense que
Il s'agit de ne pas se méprendre. Il parle vraiment de faire mieux pour aller dans ce sens de l'appréciation, du respect de soi, de faire de chaque minute un cadeau. L'exercice supérieur de l'intelligence, c'est pas l'analyse, c'est la décision. Accroche-toi bien, ça va envoyer. Et il n'y a pas d'intelligence sans décider. Hein. Moi, je pense qu'on doit se servir de ce que l'on est pour décider que c'est bien. Se servir de ce que l'on est pour décider que c'est bien. Je le comprends directement comme connais tes valeurs, explore-toi, respecte-les. Enfin, quand je dis tes valeurs, à chaque fois on est d'accord, c'est vraiment tout ce qui te compose, ce en quoi tu crois, ce que tu considères comme important, ta spiritualité, ta religion. On décide que c'est bien, on décide que c'est fort, et on en tire les conclusions et on agit en conséquence. On décide que c'est fort, on en tire les conclusions et on agit en conséquence. C'est ce que j'ai essayé de faire. C'est clair, le mec, il semble que ce soit vraiment ce qu'il a décidé de faire. Il a vécu cette vie à fond, d'aventurier, mêlé à du showbiz parfois, en allant fréquenter, tu sais, les grosses têtes, les animateurs des grosses têtes dans les années 80, où ça avait l'air complètement débridé, où c'était l'émission la plus populaire de France, où il a fait tout un tas de conneries, qui avait l'air de le passionner, qui avait l'air de l'amuser. Bref, il a vécu, et il vit encore, il a l'air. Moi, j'ai toujours pensé que j'avais des idées, des regards et des concepts qui m'appartenaient et que j'avais choisi d'avoir. Mais j'ai jamais accepté ou même pensé me construire sur le mépris de l'autre. Or, sociétalement, tout notre système est basé là-dessus. C'est-à-dire que vous avez telle voiture parce que l'autre, il ne peut pas se la payer. Vous habitez tel quartier parce qu'il peut pas... C'est toujours... Notre civilisation a inventé le mépris de celui qui est en dessous pour se construire soi. Alors moi, j'ai toujours pensé qu'on devait se construire soi sur l'enthousiasme, pas sur le mépris de l'autre. Ça se coupe pas mal, hein, quand même. Tu vois, là, ça me fait penser qu'en ce moment, j'ai fréquenté pas mal les musées d'archéologie, musées de l'homme, choses comme ça, notamment visiter des grottes comme la grotte de Nio dans l'Ariège. Et forcément, quand tu fais ça, t'as tendance ça t'invite à un regard sur l'humanité du passé, l'humanité qui était en fait des semblables à nous, mais qui vivait d'une toute autre manière, avec des rapports qui semblent être tout autres avec leur environnement. Alors bien sûr, on le voit déjà d'une question pratique, c'est-à-dire que c'était plutôt des nomades, et puis ensuite d'un côté un peu plus spéculatif, mais quand même qui nous laisse penser que leur vision était un peu différente, c'est-à-dire que par exemple quand tu vas dans les grottes, et que tu vois ces peintures, c'est extrêmement rare que l'homme soit représenté. Tu vois pas non plus de signes caractéristiques qui pourraient attester d'une signature. Non, ce sont des animaux, certes ce sont des gros animaux qui sont représentés, mais on a l'impression que justement le côté individu s'efface derrière ça. Et quand tu regardes d'autres civilisations un peu similaires, de nomades, des civilisations primitives, et tu te rends compte qu'en fait elles sont pas bâties sur les mêmes visions, pas du tout sur le même système, et davantage justement sur ce système d'entraide. Pourquoi ? Parce que déjà il doit y avoir un côté utile, un côté pratique bien sûr, à être ensemble, à s'entraider, ne serait-ce que pour la survie. Je pense qu'un homme seul vit beaucoup moins bien qu'un homme en groupe, et aussi peut-être parce que c'est tout à fait confortable de vivre comme ça, parce que justement ça laisse davantage de place à, tu sais, ces aspects profonds de notre humanité, la fraternité, le contact, l'appréciation, observer ensemble, créer. Je pense que ça fait vraiment partie de notre nature profonde, et qu'encore aujourd'hui, ce genre de discours viennent la toucher, viennent résonner avec ça. L'autre, en fait, l'autre qui va pas bien, c'est un nous qui a pas de chance. Donc un nous qui a pas de chance, on doit au contraire avoir à son égard plutôt une forme de tendresse et d'amitié ou de solidarité. Et oui, et là je pense qu'on va justement trouver cette attitude morale profonde de reconnaître que c'est un nous qui n'a pas de chance. Donc on va aller l'aider. J'ai l'impression que c'est parfois quelque chose qu'on a oublié. Tu sais, quand tu observes certaines entreprises ou certains groupes, tu te rends compte que leurs actions, parfois, elles manquent de sens. Je m'explique. Tu vas remarquer que des décisions de certaines entreprises n'ont pour but que servir leurs propres activités. Et en fait, ne prennent pas en compte la globalité. Si on prend l'exemple du passé, et encore aujourd'hui, hélas, c'est l'exemple de la tannerie. La tannerie où, tu vois, on fait le cuir, et finalement, t'as la rivière à côté, et ce qui va se passer, c'est que on va déverser tous les déchets, toutes les vieilles eaux qui sont chargées, chose qui devrait normalement ne pas aller dans la rivière.
Et in fine, qui crée quoi? Qui crée de la pollution dans la rivière, la mort des poissons, des maladies chez certaines populations, la dégradation de l'environnement, en fait, d'une façon générale. Et ce qui est malheureux, c'est qu'aujourd'hui, il y a des entreprises qui restent focalisées là-dessus, même en Europe, tu vois, où on prétend avoir des normes, etc. Mais quand justement tu commences à considérer ce nous, cette importance globale du respect des autres, du respect de son environnement, alors là, t'as la bonne base pour changer. C'est que tout le monde parle de solidarité, mais il y a une sorte de solidarité effective qui est celle d'accorder à l'autre une certaine place dans la vie que l'on a, de façon à ce qu'il ne supporte en aucun cas aucune forme de mépris. Voilà. Le mépris m'emmerde, moi. Et en général, c'est un artifice mental pratiqué par des esprits relativement faibles. Le mépris est un artifice mental pratiqué par des esprits relativement faibles. Je trouve que ce passage, il nous invite à une question qui est celle de quelle est aujourd'hui la valeur que l'on accorde à sa propre vie. Déjà, sa propre vie. Puis ensuite, la vie d'une manière générale. Et je suis pas certain que dans notre monde où on a malheureusement des exemples de mépris de la vie, citons ne serait-ce que l'exemple des guerres, pour pas citer celui de la destruction de l'environnement, eh bien ce soit pas le signe également que nos propres vies, eh bien on ne les respecte pas. On ne les respecte pas suffisamment. On n'est pas suffisamment connecté à notre vie, à son potentiel, ce potentiel de puissance qui peut être de dire maintenant, non, ça me convient pas, j'arrête et je décide plutôt de faire comme ça parce que c'est important pour moi, parce que j'ai envie de créer, parce que j'ai envie de toucher à ce qui a vraiment de la valeur pour moi, parce que j'ai envie de devenir un créateur, parce que j'ai envie d'exprimer autre chose, parce que j'ai des choses à dire, parce que j'aspire à être heureux et si ça peut servir d'exemple, bah tant mieux. Parce que c'est avec plaisir que je vivrai dans un monde différent, que je vivrai dans un monde que je juge beaucoup plus raisonnable. J'aime l'enthousiasme, j'aime la gaieté, j'aime la certaine forme de refus du souci, ce qui n'est pas l'insouciance, hein, qui fait que on est quand même toujours à peu près content de ce qui se passe autour de nous. Et être content, c'est le génie de l'homme. Dans se contenter, qui est souvent considéré, même en littérature, oh, il se contente de ça. Mais putain, c'est génial de se contenter de ça. C'est génial de se contenter d'habiter dans un appartement qui est moche et petit et d'avoir un boulot qui est pas ce qu'on aurait rêvé. Mais parce que notre premier acte d'intelligence, c'est d'être content. C'est pas de regretter. C'est pas de souhaiter. C'est pas d'envier. C'est pas de se plaindre. Le première étincelle de notre pensée, ça doit être d'imprimer la relativité de ce qui nous entoure et se dire oh c'est bien quand même. Ouais. Je trouve que ça résonne d'une manière particulière ce passage. Tu sais, ça change toute la dynamique de notre vie, je pense, que de mettre ces lunettes, d'avoir ce regard du contentement. Ça crée une autre dynamique, une autre énergie. Il me semble qu'on est beaucoup plus fluide, beaucoup plus élégant en étant content, plutôt que de donner dans la colère, dans la frustration, rien qu'en décidant d'être content. Là, t'exerces ton pouvoir de choix, tu donnes une autre allure. Tu pratiques une autre technique, tu fréquentes de nouvelles énergies. Et à mon sens, il n'y a pas photo. Non seulement c'est le kiff, mais en plus c'est la clé pour créer, pour apprécier, pour être heureux. Le voyage. Il était un temps où le voyage était en soi un émerveillement. On ne partait pas en se disant on va arriver à 12h42 et on va être assis à la place 24B. La société qu'on vit aujourd'hui a supprimé le voyage. Elle nous propose le déplacement, ce qui n'a rien à voir. C'est-à-dire, le déplacement, vous partez à 18h25, vous avez à 23h42, pas obligatoirement du même jour, ni de la même semaine, mais tout est cadré. Et le retour est déjà prévu. Alors, l'époque bénie du voyage, ou l'idée, ou le concept béni du voyage, c'est que c'est partir, le retour n'est pas la première, le retour n'est pas la première préoccupation. Voyager en pensant au retour, c'est déjà refuser de partir. Il faut voyager voir où est-ce que cela va nous emmener, quoi. Fort. Ça me fait penser à, justement, hier, quand j'ai pris un moment, comme ça, le soir, pour écrire, tu vois, dans un endroit, mais perdu, enfin bref. Et j'ai ressavouré à nouveau ce côté de se fixer aucune limite en termes de temps. Juste prendre le carnet et commencer à écrire, à commencer à faire cet exercice de se recentrer sur ses ressentis, sur ce qu'on a envie d'exprimer. Par exemple, ce que je voyais à ce moment-là, une église, un lampadaire, un pigeon qui venait du côté du lampadaire dans le vieux village, avec son soupirail habituel qui avait été bouché. Pas forcément drôle pour lui, je ne sais pas. En tout cas, il était là en train de saisir son opportunité et rester sur le chéneau.
Et en fait, ce que je me rendais compte, c'est comment, ainsi, alors que tu te fixes aucune limite, tu rentres dans un processus de créativité qui est tout autre, où je sentais que j'avais pas d'objectif de faire bien, pas d'objectif de faire de l'émotionnel pour un public, pas d'objectif de le faire dans un temps limite. Ma seule référence, c'était est-ce que là, ce qui vient sur le papier me touche? Est-ce que ça me concerne vraiment? Et je me suis rendu compte que c'est comme ça que j'atteignais les états qui sont les états les plus goûteux, les plus vertigineux, avec les créations qui, quand tu les relis après, te font dire « Punaise, mais c'était fort ce moment ». J'étais entré dans une sorte de transe. J'étais entré dans ce voyage qui m'a amené vers des destinations, vers une expérience que j'escomptais même pas. Je refuse d'être attaqué en disant « Ouais, vous avez salopé la planète ». C'est possible. Un, mais on l'a pas fait exprès. Deux, il a fallu du temps pour se rendre compte que ça se passait. Et que maintenant qu'on le sait, tout le monde fait des efforts pour que ça soit moins. C'était pas notre but. Notre but, ça a été de quoi? Pendant des années, de faire en sorte que les femmes et les hommes vivent un peu mieux que ce qu'ils vivaient. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on vit un peu mieux que ce qu'on vit. On a fait des sociétés qui sont pas ridicules. Si vous avez un accident sur l'autoroute, c'est pas l'hélicoptère qui va venir vous chercher, ne vous demande pas votre niveau de revenu. Ça fait du bien d'entendre. Là, je vois une invitation à regarder le passé, à regarder les anciens, ce qui a été fait, avec du respect et avec de l'indulgence. Et encore une fois, pour entretenir cette dynamique, parce que là, c'est vrai que si on regarde le passé, si on regarde ce qui a été fait, par exemple, pendant les 30 Glorieuses, probablement que c'était pas ce qu'il y avait de meilleur pour la planète. Bon, aujourd'hui, on est en train de faire encore pire, mais espérons que ça va s'arranger. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'il faut donner dans le cynisme, en se disant que maintenant c'est foutu, avec tout ce qui a été fait par le passé, on peut pas faire machine arrière? Ou alors, est-ce qu'on décide de voir quelle était la valeur des autres, exactement comme ils nous le proposent ici, voir quelle était la vision des anciens, quel était leur objectif? Et c'est vrai, c'est quand même pas ridicule, ce côté de avoir un accident, et puis quelqu'un vient te chercher sans te demander quel est ton revenu, juste parce que c'est insemblable. En tout cas, moi j'aime croire que c'est vraiment la vocation de cette sécurité sociale. C'est la vocation de l'hôpital gratuit en France. C'est honorable. Honorable dans le sens humain, dans le sens honneur. Et si aujourd'hui tu décides de pointer ce qui va pas, en fait je vois pas trop la limite entre, tu vois, ensuite commencer à dénigrer telle ou telle personne, tel ou tel groupe d'individus, telle ou telle religion, sans forcément aller jusqu'à s'entretuer, mais juste commencer par pointer. Est-ce que c'est vraiment là-dedans qu'on a envie de donner? Et critiquer ce mec qui fait de l'arabe stress au prétexte que l'on n'aime pas ça, en fait c'est déjà le début du mépris de nous-mêmes. Alors que la vraie question c'est comment est-ce qu'on peut rendre notre expérience plus délicieuse de notre vivant, avec cette vision globale de respect, cette vision globale de création, de co-création. Et Philippe, vous aimez le flou de la vie? Le flou, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va faire confiance à ce qu'il y a d'émotionnel chez nous, et non pas à ce qu'il y a de cartésien. Dans ce sens-là, on touche exactement à ce que peut être une définition de la poésie. Quand par exemple un agencement de mots, tout à l'heure je disais immensité carcérale, juste 2 mots, tu te rends compte, commence à créer une image qui va être au-delà de l'intellectuel et qui va plus aller du côté du ressenti, du côté de l'émotion. En fait, ça va pas vraiment être mentalisé, mais ça va plus être comme peut-être dans un premier temps, un bricolage de notre imagination qui va ensuite nous amener comme ça à avoir des images, des sensations, créer une ambiance particulière, un début de rêve. En somme. Ce qu'il y a de cartésien nous amène à conduire des voitures, à les garer au bon parking, quand on fait le plein, à mettre le tuyau dans le bon réservoir, ça c'est le cartésianisme. Mais les choses importantes de nos vies, ce qui va nous faire pleurer, ce qui va nous faire rire, ce qui va nous faire battre le cœur, rien de tout ça n'est cartésien. Et justement, ça appartient à ce flou. Ouais. Cette partie un petit peu floue, où la pensée est entre le raisonnement et le rêve. Et c'est aussi là-dedans que l'homme est le meilleur, le plus intéressant. La pensée entre le raisonnement et le rêve. Je pense que là, on a une belle illustration de ce que peut être la poésie, de ce que peut être, par exemple, un écrit émotionnel. Ouais. La certitude intellectuelle, elle est toujours un peu fragilisante pour ceux qui ont la naïveté de s'y abandonner, voyez-vous. Une belle punchline que l'on peut noter et garder au chaud, celle-là. La certitude intellectuelle est toujours un peu fragilisante pour ceux qui ont la naïveté de s'y abandonner. On connaît peu les secrets, les joies et les souffrances de l'autre. Regardez, dans notre société, lorsque les gens
souffrent psychologiquement, ou même lorsqu'ils ont des maladies mentales et je sais pas quoi, quand on les voit avec des béquilles, on se dit ça va pas. Mais personne ne voit les béquilles mentales que certains sont obligés d'avoir pour continuer à survivre de façon à peu près bien. Et ça, j'ai l'impression que malheureusement, c'est aujourd'hui de plus en plus effacé. Ça veut pas dire qu'il n'y a pas de moyens, mais ce côté de maladie mentale, souffrance mentale, où on va mettre des béquilles pour justement pouvoir continuer, eh bien, c'est assez peu reconnu, voire parfois c'est pire, c'est encouragé. C'est encouragé dans des addictions qui peuvent être discrètes, comme l'addiction au travail. Tu sais, Gabor Maté, il en parle, il dit que c'est presque une des plus perverses, l'addiction au travail, parce qu'aujourd'hui, dans le monde occidental, c'est quelque chose qui est reconnu, c'est quelque chose qui est encouragé. Or, si la personne ne se remet pas en question, si on ne l'invite pas à se remettre en question, in fine, elle peut toujours continuer à donner dans cette addiction, à garder cette béquille sans aller résoudre le problème de fond aujourd'hui fait qu'elle est dans ce comportement. La liberté, elle est où? Mais il y en a assez peu, sauf dans les choix intimes que l'on va pouvoir faire de ce que l'on veut faire de nos vies. Là, il nous ramène directement à la question du choix, à la question de ce qui est important pour nous. Et si tu veux donner, en effet, dans ce côté être constructif, de valoriser, cultiver ton amour-propre, alors je pense qu'il n'y a pas de raison, le bonheur est atteignable. Oui, il y a des guerres aujourd'hui. Oui, on détruit notre environnement. Oui, certaines personnes sortent le matin dans des endroits où ça bombarde sans savoir si elles vont rentrer le soir. Donc oui, je pense que c'est important d'avoir de la compassion pour ces personnes-là. C'est important d'en être conscient pour encore mieux apprécier ce à quoi on a accès et se rendre compte d'à quel point ça peut être important. Mais être au courant de ces imperfections, en aucun cas ça doit être un prétexte pour laisser tomber, pour aller donner dans le cynisme. Non, c'est là que serait la première erreur. Parce que la première chose à faire, c'est surtout à notre niveau, cultiver cette capacité d'appréciation, cultiver cet art d'être content. Et chaque geste, chaque moment que l'on va passer, tu sais, à observer, à vraiment reconnaître à quel point on est content juste de vivre, d'être entouré de ces personnes, d'être à tel endroit, d'apprécier la météo, d'apprécier d'être à l'abri, d'apprécier simplement d'avoir mangé. Et tout ceci, ça nous entraîne à être content et tout ce qui nous ramène à ça est admirable. Notre liberté, c'est la capacité qu'on a de poser le regard sur les choses et on peut poser différentes sortes de regards, soit un regard impérieux, soit un regard méprisant, soit un regard étonné, ou soit un regard juste content parce que on a la conscience aiguë que le fait de vivre est une chance, une grâce, et c'est une histoire magnifique d'être vivant, quoi. C'est vrai, il y a quel ridicule. Il n'y a pas de ridicule. Hein. Parfois, c'est un peu comme ça. J'ai des images qui me reviennent peut-être dans des films, peut-être, tu sais, le côté associé au personnage un peu simplet d'être content. Mais en fait, c'est une illusion. Il n'y a rien de simplet là-dedans. Au contraire. C'est presque plutôt celle qui a tout compris. Et bien sûr, dans la vie, il y a des moments qui sont défiants, il y a des moments qui sont chiants, des moments qu'on n'aimerait pas traverser. Mais je suis convaincu que si tu es capable de t'appuyer sur ce moteur qu'est l'appréciation, eh bien ça devient tout de suite beaucoup plus facile de les traverser. Et je pense que plus on fait ça, en fait, plus on se rend compte que c'est important, plus on se rend compte que c'est vital, mais vital au sens propre du terme, c'est-à-dire vital pour vivre, pour être dans le présent. Il y a des personnes qui sont capables de témoigner de ça, de témoigner, d'avoir passé des années, parfois, sans avoir l'impression d'être vivant. Elles t'expliquent qu'elles ont accompli des tâches, qu'elles étaient dans une sorte de mécanique où elles n'ont pas forcément apprécié ce qu'elles faisaient. Pour elles, le mot quotidien, ça rimait avec quelque chose de chiant, pas du tout sexy. Et d'où un jour, elles ont pu sortir, parce qu'il y a eu comme ça un revirement de croyance, un revirement de l'indicateur de ce qui était réellement important dans sa vie. Tu sais, parfois, on se pose la question de, aujourd'hui, quels sont les indicateurs nationaux, les indicateurs de la croissance? C'est aujourd'hui, c'est quoi? C'est le PIB. Mais est-ce que c'est vraiment ça notre bonheur? Est-ce que c'est vraiment ça qui définit comment on est heureux au cours de l'année? Ben, ramenons-le à une échelle individuelle. Quels sont aujourd'hui les indicateurs qui te montrent que tu es réellement heureux? Notre monde cherche à se complaire en pensant qu'il y a toujours tout est bon et son contraire aussi. C'est pas vrai. Justement, c'est le choix de l'intelligence qui permet de savoir que c'est pas vrai. Prendre la responsabilité de décider que c'est bien ou pas bien. Cette espèce d'engagement de son intelligence pour regarder le monde, auquel on va accorder du crédit ou pas. Voilà. C'est un bel exercice. C'est notre premier exercice de liberté, en fait. C'est parce qu'on regarde, qu'on comprend, et qu'on dit ça je prends, ça je prends pas. En fait,
à un moment donné, il faut décider de choisir ce que l'on va penser. C'est un exercice assez délicat, en plus. Ça, mais c'est en cela qu'on va être le meilleur. Et ce choix, il va se faire en fonction d'une certain sens de l'éthique, en fonction de notre choix de la responsabilité, en fonction de ce que l'on veut faire du monde et de ce que l'on veut faire du monde où il y a les autres et nous. Si tu fais comme il le propose, d'exercer cette capacité de choix, alors je pense qu'en effet, tu vas fréquenter des états de liberté, des sensations de liberté, comme tu n'auras jamais connu auparavant. Regarde où on en est aujourd'hui d'une manière globale dans le traitement de l'être humain. On peut se demander où est notre dignité quand on observe ces guerres, quand on observe l'exploitation de personnes dans certains pays. On peut se dire, mais attends, mais quelle est la valeur que l'on accorde à ces vies ? Ça a l'air d'être une valeur insignifiante. Regarde ce qui se passait dans les usines textiles de je sais plus quelle grande marque, où tu avais des personnes qui glissaient des papiers pour témoigner de leur exploitation. On hallucine. Mais si déjà, soit on commence à ressentir la valeur de l'autre, qu'on commence à exercer cette capacité de choix, en se disant, attends, non, ces produits-là, moi terminé, j'achète plus, je veux pas souscrire, je veux pas encourager des produits fabriqués dans des conditions qui sont pas acceptables. À mon sens, il y a une hiérarchie de liberté. Là, il y a une sorte de hiérarchie d'esprit. C'est-à-dire que peut-être que si tu vas décider d'acheter, j'en sais rien, ce polo à 4 € chez une marque connue qui fait de la fast fashion, peut-être que ça va te donner une sorte d'illusion de liberté économique. Mais si tu vas chez une autre, beaucoup plus quali, admettons Bonne Gueule, qui décide de fabriquer ses produits en Europe, dans des conditions qui sont bonnes, dans des produits qui sont beaux, je pense que tu achètes à ce moment-là une liberté qui va mais beaucoup plus loin que cette liberté économique à l'origine. Parce que c'est important de nourrir cette réflexion. Parce que cette liberté s'exerce aussi de manière vraiment concrète. Dans nos choix de création, quel message on a envie de faire passer, quel ton on a envie d'avoir, comment est-ce que l'on vibre globalement. Est-ce qu'on va avoir un ton plutôt gai, plutôt dépressif, et puis ça va s'appliquer aussi au quotidien dans nos actes de consommation. Quelle nourriture on choisit, pourquoi celle-là plutôt qu'une autre. Je crois que c'est important d'en être conscient, je crois que c'est important d'être capable aussi de se le justifier intérieurement. Pourquoi on va choisir par exemple les légumes de tel endroit plutôt qu'un autre. C'est pas pareil, tous les actes ne se valent pas. Celui d'aller acheter dans une grande surface en périphérie d'une grande ville, c'est probablement pas pareil que d'aller sur le marché acheter au producteur qui vient juste de descendre de son hameau pour proposer ses légumes. Parce qu'il y a un truc qui est très difficile à transmettre, même à comprendre, mais que parfois je n'en ai que des bouffées, c'est cette comment dirais-je, nous vivons une fraternité biologique tout à fait dense. Et je crois qu'il ne faut pas l'oublier. Fraternité biologique tout à fait dense, je ne sais pas ce qu'il veut dire par là, mais c'est vrai en lisant en ce moment des bouquins d'anthropologie, c'est assez frappant quoi, de se dire que, attends, on appartient à la même espèce, on est tous très proches, on peut tous biologiquement se reproduire, on a tous le même panel d'émotions, un rapport à la vie qui peut être très proche. Et se souvenir de ça, mais je pense que justement ça encourage à cette fraternité, à cette considération pour l'autre. La première obscénité de la pensée, c'est le mépris pour l'autre. Voilà. Ça, je le crois profondément. Je crois que l'autre est nous, au sens le plus profond du terme. Première obscénité de la pensée, c'est le mépris pour l'autre est nous. Quel monde on construit, c'est sûr. Si on refuse ça, si on refuse le mépris pour l'autre, si ça devient l'attitude générale, t'imagines ? C'est un basculement. Je suis convaincu qu'il y a déjà beaucoup de personnes qui sont là-dedans. Peut-être des pays entiers. Ça peut peut-être paraître cuculapraloche, mais je le dis, je suis convaincu que c'est comme ça qu'on crée la base d'un paradis sur Terre. Et si t'es capable de faire ça, si t'es capable dans les différences, en voyant une personne qui vient de l'autre bout du monde, qui a une autre religion peut-être, et de juste lui dire « Hey, cool, profite !» Et puis d'être curieux, de se nourrir de son expérience, de partager de l'inspiration. Bien, c'est là où tu commences à cultiver le bonheur. Et c'est là où déjà tu te mets sur la piste de devenir un créateur inarrêtable. Ami, si ces valeurs qu'on vient de partager, si cet échange qu'on vient d'avoir, il est important pour toi, eh bien je t'invite à t'abonner, je t'invite à liker. Pourquoi ? Parce que ça va donner du poids à cette cause, ça va aider à la faire connaître, ça va aider à la partager. Donc si tu souhaites l'encourager, tu peux faire entendre ta voix maintenant. Ciao.